merci de m'avoir invité, merci à vous d'être avec nous. Alors, moi je vous propose d'essayer de passer un petit peu en revue les données actuelles qu'on peut donner sur le suicide à l'adolescence, sur la souffrance à l'adolescence. Et je voulais d'emblée, d'ailleurs, réagir au titre que vous avez choisi, qui est un titre qui envoie, comme diraient les ados. Tu m'entends mieux si je me tue, qui donne qui donne une des clés du passage à l'acte suicidaire qu'il faut absolument vraiment avoir en tête. À l'adolescence, le passage à l'acte suicidaire, il a essentiellement deux objectifs qui ne sont pas forcément conscients, mais qui sont au cœur du processus suicidaire. 1. Échapper à sa souffrance, à son malheur, à son histoire, essayer de se défaire de quelque chose qui fait trop souffrir. Tous les jeunes gens suicidaires seraient d'accord avec cette première motion, mais une deuxième motion qui leur est beaucoup moins consciente, qui est que de toute façon, dans tous les cas, qu'ils veuillent réellement ou pas en finir. Et vous savez qu'il y a toujours des espèces d'ambiguïté, on ne sait pas. Certains se croient qu'il faut poser la question, est-ce que tu voulais vraiment mourir, qui est la plus mauvaise question à poser. Parce que c'est pas ça le problème, vous allez voir. C'est pas est-ce que tu voulais vraiment mourir ou pas, c'est qu'est-ce que tu imaginais qu'on allait faire de cet appel, de cette revendication, de cette injonction, de cette énorme provocation que tu adresses à l'autre. Qu'est-ce que tu espérais, attendais, venant de l'autre, y compris à titre posthume. Donc vous voyez, il y a vraiment, en effet, contrairement d'ailleurs à ce que disent les jeunes gens suicidaires, vous savez bien, en général, quand on parle avec eux, après une tentative de suicide, ils disent « mais de toute façon, ça ne regarde que moi, j'ai pas choisi de venir au monde, alors pourquoi est-ce que je prendrais pas ma vie en jeu quand je veux, je m'appartiens à moi-même, donc j'ai décidé que voilà, j'en avais assez, le monde est pourri, tout est pourri, je veux partir ». Eh bien, c'est ce que l'adolescent dit, mais c'est pas ce qu'il a dans la tête. Ce qu'il a dans la tête, c'est désespérément de penser qu'il va peut-être exister autrement. Que ce soit parce qu'il va survivre à son passage à l'acte, ou que ce soit parce qu'il va laisser en travers du chemin des vivants son cadavre qui va évidemment les impressionner à jamais. Donc ça, c'est vraiment un premier aspect qu'il faut avoir en tête. Deux grandes motions, et donc vous comprenez bien que si depuis 30 ans je m'occupe d'adolescents suicidaires, c'est parce qu'il y a cette deuxième motion, c'est-à-dire une attente désespérée de quelque chose qui change. Sinon, si le suicide était philosophique, s'il suffisait de dire écoutez, voilà, moi j'ai 16 ans, j'ai décidé de mettre mes jours, de prendre ma vie, comme disent les Anglais, to take my own life, parce que voilà, c'est comme ça, c'est à moi, j'ai fait le tour dans ma tête. Non, j'ai fait le tour dans ma tête d'une souffrance que je ne parviens pas à juguler, à apaiser, mais j'espère, j'attends quelque chose. Et c'est ça qui doit nous permettre à nous tous de trouver un rôle, à la fois, bien sûr, on l'espère au maximum dans la prévention, c'est-à-dire en repérant à temps un adolescent qui commence à penser des choses pareilles. Donc le dépistage des premiers signes qui vont alarmer ou qui vont pouvoir faire penser à ça, les premiers traumatismes aussi qui peuvent, vous allez le voir, nous faire penser que l'adolescent est susceptible d'avoir des idées suicidaires, et puis les interventions et les suivis qui devraient permettre justement de faire exister l'adolescent d'une manière évidemment moins et cruelle pour son entourage et cruelle pour lui, c'est-à-dire en sautant la vie
on doit essayer de réfléchir ensuite, et c'est ça le sens, quelles que soient les modalités de prise en charge, le sens des prises en charge, c'est restituer au sujet son envie de vivre cette vie-là en se sentant davantage exister. Deuxième point sur lequel je voulais beaucoup insister, c'était qu'on parle très souvent des circonstances déclenchantes d'un passage à l'acte, sans toujours comprendre que les circonstances déclenchantes, elles existent et il faut bien sûr les prendre en considération, mais elles se rattachent forcément toujours à des causes plus profondes. On ne vibre que sur ce qui est déjà un peu instable, fragile, vulnérable, quelque chose qui n'est déjà pas très stable. Sinon, on a tendance à moins vibrer. Alors après, il y a quand même, bien sûr, selon la gravité des circonstances déclenchantes, des tremblements de terre qui peuvent d'un seul coup faire vibrer le sujet, mais quand même, dans la plupart des cas, on remarque qu'il y a toujours des problèmes d'assises narcissiques mal stabilisés qui constituent, on va dire, un terreau propice à l'idéation suicidaire. Mais il faut aussi savoir que cette fragilité des assises narcissiques, elle est en lien avec les circonstances déclenchantes, et les circonstances déclenchantes et leur gravité évoluent avec les mentalités, les modes de vie et probablement l'essor des sciences et des techniques. Quand je dis ça, par exemple, pour vous en donner une illustration, je pense que enfants de l'image, nos ados, branchés en permanence, connectés en permanence, n'ont jamais été aussi fragiles sur la détestation de leur image ou sur l'attaque de leur image. À mon époque, chez les dinosaures d'autrefois, dans la cour d'école, on pouvait se moquer d'un camarade parce qu'il avait les cheveux roux, parce qu'il était petit ou grand ou gros ou maigre. Mais bon, ça lui faisait sans doute pas du bien, mais ça ne sortait pas de la cour d'école et il y avait quand même... Enfin, moi, je n'ai jamais rencontré ça. Il n'y avait pas un petit rouquin qui allait se pendre dans le vestiaire. Aujourd'hui, c'est possible. Ça veut dire que l'attaque, la vulnérabilité à toute attaque sur l'image est quelque chose qui fait complètement partie de la modernité et qu'on doit absolument prendre en compte et pas par-dessus la jambe en disant « mais non, mais écoute, c'est rien, fais avec toi, fais avec ta couleur de peau, avec ta couleur de cheveux, ou tes tenues, ou ton sentiment d'appartenance, etc. » Donc, les choses évoluent, et je vais essayer de vous déplier ces deux premiers chapitres. Premièrement, cette articulation entre faire cesser de souffrir et exister autrement, et puis deuxièmement, quel genre de circonstances et quel genre de causes peuvent amener le sujet à penser fortement au suicide. Dans la tête d'un adolescent qui va mal, qui est persécuté, comme on va le voir, par différentes choses, extérieures ou intérieures à lui, vraiment la première chose qui est dans sa tête, c'est « je voudrais faire cesser cette souffrance, c'est insupportable, je ne peux pas supporter ça ». Et donc, il va, avant de penser au suicide, il va d'abord s'efforcer de trouver des expédients qui l'amènent à apaiser sa souffrance. Il faut avoir en tête que de toute façon, c'est vrai d'ailleurs y compris au plan biologique, au plan de notre corps humain, notre tête fonctionne pareil. Quand on n'est pas bien, on essaie de trouver une position moins douloureuse ou moins inconfortable. Vous avez très mal au rein, votre corps va se replier autour de votre rein qui fait mal, dans une recherche
d'une position qui est la moins douloureuse possible. Ça, c'est humain, on est comme ça, donc il n'est pas étonnant, bizarre, il faut arrêter de se dire, mais enfin, qu'est-ce qu'il a celui-là? Il boit comme un trou, etc. Ben, s'il boit comme un trou, c'est qu'il a des raisons de boire comme un trou, et les premières raisons auxquelles il faut penser, c'est qu'il cherche à trouver une position moins douloureuse. C'est d'abord et avant tout ça que cherche le sujet en souffrance, trouver quelque chose de moins douloureux. Alors, vous imaginez bien, qu'est-ce qui peut apaiser une souffrance psychique? Essayer de la noyer, essayer de l'endormir, de la calmer par tous les moyens possibles. Et donc, évidemment, que ça va faire partie d'ailleurs des paramètres qu'il faudra prendre en compte quand on mesure la détresse, le mal-être d'un adolescent. Toutes les ivresses qui dépassent largement les bornes, qui n'ont pas pour simple but de partager un moment festif avec des camarades, mais qui va se passer plutôt d'ailleurs même presque tout seul, dans son coin, pour noyer son malheur, les ivresses prononcées à l'alcool ou au cannabis ou à d'autres substances, qui ne visent pas le plaisir, mais qui cherchent au contraire à éviter le déplaisir et endormir la souffrance, c'est évidemment monnaie courante, et c'est très souvent retrouvé dans les antécédents d'un adolescent suicidaire. Toutes les conduites de rupture, déchirure, cassure, brisure, pour se couper de sa souffrance, il faudra les retenir comme à la fois comme des signes d'alarme et comme des modalités pour le sujet en souffrance d'essayer d'en sortir. Et là, je suis obligé de vous infliger un théorème psychologique qu'il faut absolument que les plus jeunes parmi nous apprennent par cœur. C'est ce qui est vrai au sens propre est généralement vrai au sens figuré et vice-versa, sauf exception qui confirme la règle. Ça veut dire que, par exemple, quand on est dans le registre de la coupure, cassure, brisure, pour se défaire de sa souffrance, toutes les coupures, tout ce qui sera synonyme de coupure au sens propre, au sens figuré, doit être reconnu comme tel. Vous voyez, déchirure. Que dit l'adolescent qui prend beaucoup d'alcool, qui fait du binge drinking, qui fume énormément de cannabis? Il se déchire. Donc, hop, l'adolescent lui-même utilise le mot. Se casser, faire une fugue, partir, quitter précipitamment l'endroit où on réside, en espérant, sans doute, et vous savez bien, et d'ailleurs, vous voyez, on va retrouver la même chose dans la conduite de fugue, tenter d'échapper à une situation problématique qui n'est pas forcément liée à l'endroit où on réside, mais qui est liée au mouvement. Quitter précipitamment l'endroit où on réside pour espérer semer sa propre ombre, c'est-à-dire sa douleur, sa souffrance, puis, deuxièmement, se retrouver dehors, se rendre compte qu'on a emmené avec soi sa souffrance comme on a amené son ombre, et à ce moment-là, espérer secrètement être recherché le plus activement possible pour exister. La pire chose qu'on puisse faire à un fugueur, c'est de ne pas se rendre compte qu'il est parti en fugue et de ne pas partir à sa recherche. Vous voyez ? On retrouve exactement la même motion. Et d'ailleurs, dans les antécédents de jeunes gens suicidaires, vous retrouverez 80% de fugues ou de tentatives de fugue. Donc, se déchirer par l'alcool, se déchirer par le cannabis, donc encore une fois, c'est pas fumer un petit peu ou boire avec des copains, c'est avec la volonté de couper court à ses pensées. Couper, se casser en faisant une fugue, se couper en se scarifiant. Alors vous savez, on appelle ça les automutilations, c'est nos amis anglo-saxons qui ont imposé ce mot. Il est très faux. Il est très mauvais en réalité, puisque mutilare en latin, ça veut dire sectionner de manière irréversible un organe, ou un membre ou un segment de membre.
c'est-à-dire se couper un doigt, se crever un œil, sont bien sûr des automutilations que malheureusement d'ailleurs on observe en santé mentale dans des cas très graves de psychose. Mais là, il ne s'agit pas d'automutilation, il s'agit de coupures cutanées ou de brûlures cutanées, en tout cas de lésions à la surface de soi, qui font de la peau à la fois l'écran de projection de souffrance intérieure indicible. Je suis à feu et à sang, dit en réalité l'adolescent qui se montre tout sanguignolant et brûlé de partout, comme s'il venait d'être torturé. D'ailleurs, on enverrait une photo à Amnesty International d'un avant-bras d'adolescent qui s'automutile. On dirait, mais dans quelle geôle a-t-il croupi? Qui l'a torturé comme ça? Donc, des tortures infligées à soi-même, mais parce qu'elles expriment les souffrances indicibles intérieures, tout en même temps que le sujet essaie, là encore, vous voyez la même volonté, de faire sortir le mal, de le faire extraire de soi. C'est ce que disent d'ailleurs les ados. Pourquoi tu t'es coupé? Parce que c'est plus fort que moi, parce que ça n'allait pas, parce que j'ai trop de tension, parce que j'ai peur de péter un plomb, et j'ai besoin de faire sortir. Faire sortir. Faire sortir. Et deuxièmement, c'est comme par hasard sur la peau, c'est-à-dire sur la surface de soi, c'est-à-dire au contact, en numérique on dirait à l'interface avec l'autre, avec tout un jeu, je mets jeu entre guillemets au sens noble, comme un mouvement, tout un jeu autour du montré caché, qui, là encore, espère secrètement que l'autre va le reconnaître. Quand l'adolescente arrive avec un manchon autour du bras, et qu'elle va voir son infirmière scolaire avec ça, l'infirmière va normalement lui demander « Mais qu'est-ce que tu t'es fait? Qu'est-ce que tu as ?»« Rien, rien, rien », dit la jeune fille. « Mais attends, montre-moi, qu'est-ce que tu t'es blessé? Et là, elle va défaire le manchon et elle va montrer, puis très vite retirer, montrer, cacher, espérer secrètement en faire l'argument, le vecteur, le support de l'échange avec l'autre. C'est pour ça que je vous conseille, à vous tous qui travaillez avec des ados en grande souffrance, quand vous avez un adolescent scarifié à un endroit du corps qui est montrable, il faut, quand il essaie de retirer par exemple son avant-bras, une fois qu'il a juste montré, il retire son avant-bras, il faut lui demander gentiment de laisser son avant-bras meurtri sur le bureau entre soi et le sujet, en travers de l'entretien, si je puis dire, et parler à la blessure. Ne le regardez pas dans les yeux, parlez-lui en regardant la blessure. Et en disant ce qui vous inquiète, en disant, voilà, je vois que tu t'es fait mal, à nouveau, c'est souvent que ça t'arrive, est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que tu ressens? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui brûle? Qu'est-ce qui vibre en toi? Mais en regardant la blessure. Et vous verrez que quand on fait ça, l'adolescent se sent reconnu. Parce qu'il est EST, la blessure. L'autre jour, j'étais à Milan, je faisais une intervention traduite en traduction simultanée, et ma traductrice en italien, elle avait compris H-A-I-T, pardon. Il est sa blessure. Alors les gens étaient là, je voyais les regards, on ne comprenait pas. Il est EST. Ça le représente, c'est lui, la blessure. Il est à feu et à sang, il est à vif, il est écorché vif, etc. Il faut donc absolument reconnaître, si vous voulez, ces éléments-là, comme on reconnaîtrait des éléments de langage. Et c'est ça qui est finalement ce que je crois que vous avez voulu dire dans Passage à l'acte de l'adolescence, tu m'entends mieux si je me tue. Oui, c'est vrai que les adolescents en vrille parlent couramment le langage de l'acte, mieux que le langage tout court. Mais, eh bien, que faut-il faire? Il faut pouvoir accueillir, reconnaître les actes qui sont émis, s'en servir de support pour aider le sujet
à mettre des mots dessus, ça c'est très important, et peut-être aussi pouvoir proposer des actes de soins ou de prise en charge à forte valeur ajoutée métaphorique pour que ça aide le sujet en souffrance à se saisir de sa propre souffrance. C'est au Centre Abadi, dans mon unité pour jeunes suicidaires, le sens que nous avons donné à la modalité d'accueil des ados dans cette unité, où on leur dit, ils viennent de plein gré, hein, c'est très important, ils ne sont pas obligés, ils ne sont pas enfermés, ils ne sont pas obligés d'être là, ils doivent accepter d'être là. La première chose qu'on leur dit paraît être une injonction paradoxale, on leur dit « bienvenue chez nous », à une condition. Alors là, ils s'attendent à « tu n'as pas le droit de fumer, tu n'as pas le droit de ci, tu n'as pas le droit de ça », ils s'attendent à ça. À une condition, laquelle? Il faut que tu acceptes pendant 48 heures d'être coupé du reste du monde. Eh bien ça marche. Vous voyez? Parce qu'ils arrivent, eux, d'une coupure, ils se sont blessés, ils ont tenté de se suicider, ils sont restés dans le coma pendant quelques heures ou quelques jours, ils ont passé 24 à 48 heures dans les services d'urgence en général, donc ils viennent de vivre, eux, la coupure qu'ils ont mis en acte, et là, l'institution soignante essaie de répondre par un autre acte de même dimension. 48 heures, c'est jouable. Si on leur disait tu te coupes pour un mois, ça ne marcherait pas. Et on va aménager les choses pour que pendant ces 48 heures de coupure, oui, ils ne vont pas être privés d'aller fumer une cigarette, etc. On ne va pas du tout leur prendre la tête là-dessus. Ce n'est pas une histoire de loi d'interdiction, c'est une histoire de capacité à partager avec les soignants la coupure pour mieux comprendre de quoi le sujet essaie de se couper. OK ? Ça, c'est très important. Alors après, selon l'endroit où on travaille, évidemment, il faut aménager les choses, mais le conseil que je vous donne en équipe, c'est d'essayer toujours, quand vous interrogez sur le type d'acte thérapeutique que vous devez mettre en œuvre, il faut absolument toujours chercher quelque chose qui aura une forte valeur ajoutée métaphorique. Ça, c'est très important, et non pas utiliser comme je sais que forcément certains d'entre nous sont amenés à l'utiliser de par les institutions dont ils dépendent, parler de ces fameux séjours de rupture qui en réalité n'ont pas d'autre sens que de séparer le sujet d'un environnement donné. Ça ne suffit pas de séparer quelqu'un de son environnement donné si dans sa tête, il a toujours le problème et qu'il part avec. Donc les séjours de rupture, il faut qu'il y ait autre chose que la rupture, sinon ça peut être un équivalent de passage à l'acte pour le coup, du côté du soin ou de l'aide, et c'est malheureusement parfois ce qui arrive. Genre, elle n'arrête pas de se scarifier, la petite Stéphanie n'arrête pas de se scarifier dans la famille d'accueil où elle est. Alors hop, on va la sortir de la famille d'accueil pour la mettre ailleurs et on espère qu'elle va arrêter de se couper. Alors que c'est parce que son père est en prison et que son oncle l'a touché et que ça n'a rien à voir avec la famille d'accueil. Il faut faire très attention à ça. Toujours mesurer en quoi la décision qu'on prend peut avoir ou pas un effet à forte valeur ajoutée métaphorique. Deuxième chose qui est très importante, juste après la question de se couper de sa souffrance, donc en avalant des cachets, vous avez bien compris qu'il faut décliner toutes les coupures dans tous les sens, au propre et au figuré, il faut avoir en tête un deuxième élément qui est très important. Le deuxième élément, c'est que l'adolescent suicidaire, quand il commence à penser fort au suicide, il veut reprendre la main sur son destin.
Il ne veut pas laisser dire « Tiens, j'espère qu'un jour je mourrai, j'espère que j'aurai des problèmes de santé qui me tueront. » Il ne dit jamais ça. Il veut reprendre la main. Il a le sentiment qu'il a perdu le contrôle, voilà, qu'il n'y a plus de direction à sa vie. Et il y a donc dans son acte le besoin de reprendre la main, et là encore, au sens propre. Quand il se coupe le poignet, une main se saisit de la lame de rasoir ou du morceau de verre, une main agissante va intervenir sur une main subissante. Et il va, sans s'en rendre compte, incarner à travers cette boucle le passage de l'agi au subi, qui est complètement à l'intérieur de la problématique du passage à l'acte suicidaire, à l'adolescence. C'est-à-dire, chaque fois que le sujet a le sentiment de subir sa vie, des événements, des traumatismes, des catastrophes, des incompréhensions, des maltraitances, il doit reprendre la main pour cesser de subir. Avec parfois, d'ailleurs, des choses qui paraissent invraisemblables et extrêmement paradoxales, car vous comprenez bien que de l'agi au subi et vice-versa, il peut y avoir des moments où, de manière tout à fait étrange, il va y avoir des attitudes que l'adolescent va adopter qui restent incompréhensibles vues de l'extérieur. Je vous donne un exemple parmi 100. J'ai une petite jeune fille qui me décrit la scène suivante, une jeune fille suicidaire. Elle est au coin d'une rue, un soir, devant un parking souterrain. Elle fume une cigarette. Un monsieur d'environ 35 ans, avec un bonnet sur la tête, vient la voir et lui dit « Est-ce que tu sais s'il y a une machine de cash au sous-sol du parking ?» Elle n'en sait rien, mais elle répond « Peut-être, on n'a qu'à aller voir. » Elle descend, elle se fait violer. Elle rentre chez elle, elle se lave, elle dit évidemment rien à ses parents, elle dit rien à personne. 3 semaines plus tard, elle est en ville, à 200 mètres à peu près de l'endroit où elle s'est fait violer avec sa copine. Elle croise son violeur, elle lui claque la bise. Comment on peut comprendre un truc pareil ? Eh bien, c'est compliqué comme ça. C'est une fois qu'on en reparle avec elle, dans comment elle se situe par rapport à sa manière d'apaiser le traumatisme qu'elle a subi dans les moments, dans les semaines qui suivent. Comment peut-elle apaiser les choses ? Alors, en se taisant, croit-elle, ce qui évidemment ne va rien arranger puisqu'elle va garder le poison à l'intérieur d'elle, en se taisant, en disant rien, et en annulant tout ce qui pourrait révéler, faire sortir la vérité, provoquer quelque chose. C'est toute l'ambiguïté de certains passages à l'acte. C'est pour ça que ce que je conseille aussi aux plus jeunes d'entre nous, c'est d'avoir toujours un petit carnet sur eux, et quand on raconte l'histoire, de noter les choses qui sont dites, telles qu'elles sont dites, avec les mots qui sont dits, pour pouvoir y réfléchir à tête reposée et éventuellement en équipe, parce que dans le secret des mots implicites livrés, il y a des clés qui peuvent expliquer la souffrance du sujet. Et ça, c'est très intéressant. Mais vous savez bien, ici, je suis sûr qu'il y a parmi nous des éducateurs qui connaissent qu'une jeune fille qui a été violée par son père ou touchée par son oncle, que celui-ci est en prison et qu'elles vont aller faire des fugues pour faire bonjour devant la prison. Enfin, c'est des trucs classiques. C'est des manières, si vous voulez, de reprendre la main aussi sur ce qui a été subi. Et alors là, on arrive au 3e cran, qui répond complètement à « tu m'entends mieux si je me tue ». Beaucoup de gens croient
que le passage à l'acte suicidaire, quand il n'est pas mortel, les gens disent c'est un appel. Alors ils n'ont pas complètement tort. C'est adressé, en effet. Là où je vous demande vraiment de faire attention, c'est de ne pas bémoliser le mot appel, parce que très vite, quand on bémolise le mot appel, on en arrive à chantage. C'est-à-dire, il ou elle avale des cachets, mais bien entendu, il ou elle appelle les secours ou lui-même, ou son entourage arrive toujours à temps, etc. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Bien sûr qu'il y a une interpellation de l'autre, puisqu'il y a un besoin désespéré d'être reconnu. Donc oui, il y a une interpellation. Mais une interpellation qui n'est pas complètement consciente, qui n'est pas complètement aboutie dans la tête, qui maintient des ambiguïtés, et là encore, j'imagine qu'on est nombreux à avoir vécu des choses troubles à ce moment-là, où c'est à la 27e tentative de suicide par intoxication que se tuera Magali. Pourquoi cette fois-là ? Et pas la 26e, la 25e ou la 24e, elle a avalé les mêmes produits, les mêmes médicaments, sauf qu'il y a une fois où elle avait bu aussi du rhum, elle a vomi quand elle a perdu connaissance, elle a inhalé le contenu de son vomi, elle s'est noyée dans son vomi, elle est morte. Donc, gardez-vous de l'appel, ouais, c'est de l'appel, puis elle aurait fait du chantage, etc. Rappelez-vous, le maître chanteur, il reste toujours dans l'ombre, et il vous fait chanter avec vos objets compromettants. C'est pas du chantage, c'est de l'interpellation de l'autre, c'est du saisissement de l'autre. Il faudrait se le représenter comme ça, pour le secouer, pour lui dire, tu vois, il faut que j'existe, parce que si j'existe pas dans ta tête, je suis mort. Ça nous a été écrit noir sur blanc sur un mur d'expression du Centre Abadie par le génie adolescent d'une jeune fille qui, sans le savoir, nous a révélé un truc incroyable. Elle a pris un feutre, elle a écrit sur le mur d'expression « Je voulais pas mourir, je voulais juste me tuer ». Et c'est ça le truc. C'est-à-dire que je me débarrasse de cette existence-là, de ma corporéité, de tout ce qui fait là que je ne vais pas bien, que ça ne me convient pas, je m'en débarrasse, je m'en défais, c'est moi qui le décide, je prends la main là-dessus, et je laisse mon corps inanimé ou mon cadavre en travers du chemin des vivants, et donc forcément des proches, pour exister au pire, à jamais, en occupant leur mémoire, grâce à un carburant formidable qui existe chez tout le monde, sauf chez les grands pervers, qui s'appelle la culpabilité. Je suis depuis des années des parents endeuillés par le décès par suicide de leur enfant. Ces gens ne cessent d'avoir toujours dans la tête qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on aurait dû faire, pourquoi cet après-midi-là, pourquoi est-ce qu'on n'est pas intervenu quand elle avait dit si, elle avait fait une tête de mort dans son cahier, on aurait dû savoir que. Ils sont rongés comme un acide par la culpabilité. L'ado n'a pas voulu leur faire du mal. La plupart du temps, d'ailleurs, on le mesure dans les lettres de dénégation qu'ils écrivent. Ils laissent une lettre d'adieu du genre « Chers parents, ne m'en veuillez surtout pas. » Non mais vous vous rendez compte, le truc ? Il est parti se caraméliser sous un TER. Ne m'en voulez surtout pas. C'est mieux comme ça. Donnez mon ceinturon de cuir à Mathieu, ma collection de BD à un tel, et à bientôt peut-être. Signé avec un cœur et les initiales du père, de la mère et du jeune. Non mais vous vous rendez compte de ça ? C'est dramatique. C'est-à-dire que le sujet ne veut pas
ça, le savoir, mais il veut exister davantage mort que vivant aux dépens de ceux qui restent. Et c'est le problème en ce moment que représente la série 13 Reasons Why, que je vous conseille de regarder. C'est une série qui est une série de Netflix, qui est sortie il y a un petit peu plus d'un mois, qui fait le buzz mondial, qui est une série américaine qui raconte qu'un personnage, une héroïne qui s'appelle Anna, qui a 17 ans, s'est suicidée, et elle a laissé derrière elle un jeu de cassettes où elle met en accusation ou en interpellation des coupables, des prédateurs dont elle a été victime ou des témoins. Et la série est très bien faite. Si vous voulez, à côté, les séries de France 2, c'est même pas la peine, quoi. Donc évidemment, c'est un succès majeur chez les ados, parce que c'est super bien fait, super bien filmé. Les us et coutumes des ados sont extrêmement bien décrits, même si c'est caricatural, ça se passe dans un lycée américain, donc c'est très américain, si vous voulez. Mais justement, parce que c'est très américain, ça plaît beaucoup à nos jeunes, ils s'y retrouvent, quoi, complètement. Et ce qu'il y a de terrible dans cette série, pour quelqu'un comme moi, si vous voulez, c'est que il y a des circonstances déclenchantes qui sont évoquées, mais il n'y a rien qui permet vraiment de comprendre pourquoi la jeune fille était en vibration aussi forte avant. Je pense qu'ils se sont fait conseiller par des psys, les auteurs de la série, mais des psys nord-américains qui sont plus dans le... qui vont pas trop en profondeur de la tête, juste sur le manifeste, sur ce qui apparaît, sur ce qui est visible. Et du coup, on comprend pas pourquoi elle est suicidaire vraiment depuis longtemps, etc. Indépendamment des choses dont elle a été victime et des traumatismes dont elle a été victime, qui sont des vrais traumatismes qui provoquent des vibrations. Mais alors le souci, c'est justement ça, c'est que sans que ce soit jamais dit dans la série, il y a une démonstration par le sujet même qu'elle a voulu se tuer, mais surtout pas mourir, puisqu'elle laisse derrière elle un sillage qui fait vibrer tous ceux qui l'ont connue, que ce soit les coupables ou les témoins de sa vie. Et ce que je crois, c'est que 85% des ados qui vont bien vont être capables d'avoir une critique, un recul par rapport à la série au-delà des événements, les us et coutumes des ados, etc. Ils vont pas se laisser emporter par ce truc-là. Par contre, les 15% d'ados qui vont vous dire « je suis comme Anna », alors ceux-là, ils sont en danger de mort. Ça veut dire qu'ils adhèrent complètement au personnage, alors que ce personnage, si vous voulez, il n'existe pas dans la vraie vie. C'est pas vrai qu'une jeune fille suicidaire elle va rigoler à 10h du matin, plaisanter, et puis à 11h, elle va être pas bien. Il y a forcément des signes avant-coureurs, il y a forcément des signaux d'alarme, il y a forcément toutes les conduites de rupture dont je vous ai parlé qui s'empilent et qui font que, normalement, si on est capable de voir, et vous savez bien que ce n'est pas les parents qui peuvent voir souvent, c'est l'entourage, c'est les amis, c'est les autres adultes. Normalement, il y a des choses à voir, sinon, mais vous vous rendez compte, tous les adolescents seraient des suicidaires en puissance capables de se tuer à tout moment. C'est pas vrai, ça. C'est une partie des adolescents qui sont en grande vulnérabilité. Alors, qu'est-ce qui peut rendre un adolescent particulièrement vulnérable? Il y a un paramètre dans cette série qui est vrai, qui est donné, c'est les violences sexuelles subies.
c'est probablement un des traumatismes les plus suicidogènes qui soient. Dans la majorité des situations qu'on rencontre dans notre pratique, c'est des violences sexuelles qui ont été subies dans l'enfance, qui ont été tues dans l'enfance, et qui vont ressurgir au moment de l'adolescence, au moment de la puberté, au moment de la sexualisation des liens, qui va remettre à vif, en quelque sorte, les plaies que le sujet s'était employé à faire semblant de cicatriser. Parce qu'on ne cicatrise pas de ce genre de choses. Hein. Mais à ne pas vouloir, quoi, à essayer d'oublier, entre guillemets, ce qu'il avait vécu. Alors les chiffres sont quand même assez terribles. Dans mon unité pour jeunes suicidaires, 1 fille sur 3 et 1 garçon sur 7 ont été victimes dans la réalité de violences sexuelles. Donc c'est clair que c'est un paramètre qui, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, qui n'est pas du tout seulement une circonstance déclenchante, qui est une cause profonde de traumatisme identitaire. Et là, je vous lâche le mot. Je regrette qu'en ce moment, il soit galvaudé, ce mot identitaire, parce qu'on l'utilise pour des tas d'autres trucs qui n'ont rien à voir avec ce que moi je veux dire. Moi, je parle de l'identité du sujet, c'est-à-dire le sentiment intime d'une personne à faire un avec elle-même, à faire un avec son histoire et à être capable de se sentir reconnu comme tel par les autres. C'est ça, hein, pour moi, l'identité. C'est pas seulement se regrouper par appartenance pour faire les identitaires. C'est pas ce mot-là que j'utilise. Hein. C'est l'identité au sens psy. Eh bien, ça, c'est vraiment une clé que vous devez avoir en tête. Quelles que soient les circonstances déclenchantes qui viendront aggraver la situation de mal-être d'un sujet à l'adolescence, ça aura d'autant plus d'impact que le sujet est en fragilité identitaire, pour des raisons qui sont en effet multiples. Alors, quelques-unes comme ça, bah oui, bien sûr que la maladie mentale fait partie forcément. Hein, forcément que la schizophrénie, que les grandes maladies dépressives, etc., sont des maladies qui attaquent l'identité, et on ne sait toujours pas pourquoi la schizophrénie se révèle très souvent à l'adolescence, à 15 ans, comme le diabète insulinoprive. On n'a toujours pas la réponse, mais enfin, ça laisse quand même entendre qu'il y a du biologique là-dessous, hein, que c'est pas seulement parce qu'on a eu des relations compliquées avec ses parents. C'est une vraie maladie. Bon, 1% de la population souffre de schizophrénie, et le risque qu'un jeune schizophrène se tue par suicide avant 35 ans est 15 fois supérieur à la population générale. Donc ils sont en danger, ces gens-là, oui, ça c'est sûr. Ils ont une fragilité identitaire qui fait que tout événement ou traumatisme qui viendra s'ajouter à ça, et là c'est là que c'est terrible pour nous soignants. Le traumatisme, vous savez ce que ça peut être ? Ça peut être le jour où on décide de le faire sortir de l'hôpital, de lui trouver un appart thérapeutique où normalement tout va bien parce que l'appart est tout neuf, où il va s'y sentir normalement comme un poisson dans l'eau, sauf que dès le premier soir, il s'y pend. Et on se dit, ben voilà, il n'a pas supporté. Pour lui, ça a fait traumatisme, si vous voulez. Est-ce qu'on pouvait le prévoir ? Est-ce qu'on pouvait l'anticiper ? Il faudra toujours y penser. Hein. Le sujet n'est pas forcément en danger quand il est au plus mal. Il peut être en danger quand il est apparemment mieux. Et que du coup, il est moins en prise directe avec son symptôme. Exemple, la fille de Poivre d'Arvor. Enfin, je dis ça, je révèle rien, c'est décrit dans ses livres. La fille de Poivre d'Arvor, anorexique mentale, traitée à l'hôpital, des mois d'hospitalisation, va mieux, a repris du poids,
sorti, boum, se jette sous le métro. Parce que, je vous le livre avec des guillemets, sortie de l'anorexie mentale, elle était encore plus en danger, encore plus en vibration identitaire. Ayez en tête que le symptôme, la maladie, c'est aussi les branches auxquelles se raccroche le sujet en dérive et en désespérance pour tenter de continuer à exister. Il y a des jeunes filles qui continuent à se scarifier pour ne pas se tuer. Alors il ne faut pas leur attacher les mains dans le dos ou les bourrer de tertian pour qu'elles arrêtent de se couper. Vous voyez ? Il faut essayer de voir comment apprivoiser avec elle les moments de tension qu'elle a, la voir à ce moment-là, en discuter avec elle, mais pas être dans l'empêchement. Ce n'est pas l'empêchement d'agir qui va aider un adolescent en détresse. C'est pouvoir essayer de comprendre avec lui le sens qu'il donne à son passage à l'acte. Et il y a des adolescentes, vous voyez, comme c'est paradoxal, qui se scarifient pour ne pas se suicider. Alors ça, c'est donc très important d'avoir en tête que la maladie mentale peut, mais ce n'est pas forcément le cas le plus répandu. Toutes les autres raisons de vibration identitaire, alors, y compris les plus cruelles. En voilà une cruelle. Un enfant a été abandonné dans une rue de Caracas. On ne sait pas pourquoi ni comment. De l'autre côté du monde, en France, un couple se désespère de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Mais il faut bien comprendre, j'insiste sur « ils se désespèrent », c'est-à-dire qu'ils sont en vibration identitaire de parents privés de la possibilité d'avoir un enfant. Alors, la dame a fait 2 ou 3 fausses couches, le couple décide de se lancer dans une procédure d'adoption, ce qui est, je vous le rappelle, naturel chez les humains depuis la nuit des temps. Enfin, l'avenir de la femme, parce que j'allais dire l'avenir de l'homme, mais avec un grand H à ce moment-là. L'avenir de la femme, c'est pas l'homme avec un petit H, c'est l'enfant. Il faut bien se rappeler quand même de cette petite chose. Ces gens-là se lancent dans une procédure d'adoption. Comme souvent, au moment où ils commencent à faire la procédure, madame tombe enceinte. Ça, c'est quand même sidérant, ce truc-là. Je vous assure que c'est fréquent. Elle tombe enceinte. Ils arrêtent le processus d'adoption. Et cette dame est enceinte, la grossesse avance, jusqu'à ce qu'elle soit à 6 mois de grossesse, et la catastrophe. Le fœtus va très mal, souffrance fœtale, il faut provoquer un accouchement prématuré, et le petit va être en réanimation. Le petit est une petite qui va être en réanimation et qui va mourir, qui va décéder au bout de 7 jours. Et ces gens sont bien cartonnés par cette histoire, vous l'imaginez. Donc ils ne reprennent pas tout de suite la procédure, ils essaient de faire ce deuil, c'est terrible, c'est affreux, mais enfin l'appel de l'enfant est plus fort, et donc au bout d'un certain temps, je ne sais plus combien de temps, mais 1 an ou 2, ils reprennent le procédé. C'est des gens intelligents, ils font attention, ils ont discuté avec des psys, donc ils disent on ne va pas adopter une petite fille parce que sinon elle va être la remplaçante. Il faut absolument qu'on évite ça, donc on va choisir un petit garçon. Alors ils vont récupérer le petit garçon abandonné dans une rue de Caracas, toujours dans des pays où il s'est passé quand même des trucs. Ce petit enfant est malade, a des pneumonies à répétition qui obligent ces gens à être à l'hôpital pendant des semaines. Le monsieur est obligé de revenir pour son travail en France. La dame a pris une disponibilité pour rester au chevet de ce petit dont on ne sait pas d'ailleurs s'il va survivre. Puis il survit, puis il le ramène ici, et
il pousse comme un petit champignon, et tout va bien, et c'est super, et voilà, une petite famille adoptante, aimante, qui se reconstitue. Et ouais. Sauf que, à partir du moment où on rentre en préadolescence, et on y rentre d'autant plus tôt qu'on est issu de ces pays-là, où la puberté est plus précoce que chez nous, ce qui est donc un paramètre à prendre en compte. Hein, les jeunes filles, elles ont les règles à 10 ans ou à 11 ans, donc plus tôt que les nôtres, si vous m'autorisez ce mot. Et là, préadolescence, ils rentrent en vibration. Ils commencent à dire « vous n'êtes pas mes parents ». Et toi, ma mère, t'es pas ma mère. Moi, je veux savoir pourquoi ma mère, elle m'a lâché dans la rue. Et alors, vous comprenez bien le truc. Il faut se mettre à la place de ces gens. Ils sont attaqués, déjà, de l'intérieur par la vibration identitaire de ne pas pouvoir faire d'enfant. Et maintenant, ils sont attaqués de l'extérieur par l'enfant qu'ils ont sauvé. C'est terrible comme dilemme, si vous voulez. Et là, ils vont commencer à vivre ce que certaines familles adoptantes vivent. Heureusement, pas toutes, hein, je vous le dis, bien sûr, heureusement. Mais enfin, je rappelle quand même juste une petite incise, il ne peut pas y avoir d'adolescence adoptée sans vibration. Hein. Il faut le savoir, il faut les préparer, les gens, hein, à savoir que ça va souffler le vent plus fort que d'habitude. Mais là, ça va partir en live, comme diraient les jeunes, parce que la maman va se cramponner au fait que non. Et alors, est-ce qu'on peut en savoir davantage au niveau du dossier, de l'adoption, etc. Mais écoute, c'est pas le problème, te pose pas de questions, tu sais, ta maman, voilà, bah, tu sais, on sait pas. Et moi, je vais recevoir ces gens en bouillonnement, parce qu'ils passent à l'acte tout le temps, il est infernal. Il ne cesse, dès l'âge de 8 ans ou 9 ans, de trafiquer le cannabis, il fume en classe, etc. Enfin, il est ingérable, suicidaire. Les services sociaux l'appelleraient une patate chaude, si vous voulez. Ça, si vous vouliez me faire plaisir, lâchez cette expression abominable. La patate chaude, moi, chaque fois que j'entends ça, ça me brûle. Il fait pique-pendre, et ces gens arrivent là, et ça, tu me diras, Eric, ce que tu en penses. Moi, je vais passer à l'acte. Parce que je vois, ils ont rencontré 8 psys. Depuis l'âge de 8 ans, ils ont fait collection de psy. Je sens qu'ils sont tous tellement dans le malheur que je dis à ces gens, je leur dis, est-ce que vous êtes d'accord pour que je vais vous poser une question, mais franchement, elle est brûlante. Mais comme vous avez la fièvre de toute façon, est-ce que vous êtes OK pour la prendre? Alors, ils sont un peu étonnés. Mais ils disent oui, et là je m'adresse au jeune homme et je lui dis, appelons-le par un prénom, peu importe, Arthur. Arthur, d'après toi, qu'est-ce qui a pu amener ta mère à te laisser dans la rue? Et là, aussi sec, il me sort le viol. Et je lui dis, ben oui, bien sûr, tu as raison. Quoi d'autre? Et là, les yeux qui commencent à vibrer, les parents qui commencent à se demander, mais qu'est-ce qu'on a été voir Pomereux, on aurait mieux fait de ne pas y aller. Donc je vois bien qu'ils se regardent d'un air de dire, il est plus fou que les psychiatres qu'on a vus, enfin bon. Et là, j'insiste, je dis, ben alors vas-y, quoi? C'est quoi d'autre? Dans le sordide, hein, pour l'instant. Fais-nous le listing du sordide. Il regarde ses parents adoptifs, comme il demande l'acquiescement, il ne sait pas trop, et je vais l'amener à dire des trucs. Alors, peut-être que c'était parce que c'était une jeune fille trop jeune, mais très bien, oui, bien sûr. Ça se trouve, sa mère avait 11 ans, et voilà, et donc...
Parce que peut-être c'était une prostituée. Parce que peut-être que son père n'a jamais voulu qu'elle soit enceinte et lui a donné peut-être même encore des coups de pied dans le ventre pour pas qu'elle ait un bébé. Peut-être même que c'est son conjoint qui était méchant avec elle et qui l'a tapé, qui était alcoolique ou drogué, etc. Et là, si vous voulez, aussi étonnant que ça puisse paraître, au fur et à mesure que toutes ces choses sordides sont dites, il reprend du poil de la bête, il pleure, mais en se redressant, et il me dit « Moi, je suis d'accord pour revenir ». Ça, vous voyez, c'est pas fréquent que l'ado vous dise ça au bout d'un coup. Hein. Je suis absolument certain que quand on arrive à ouvrir les volets, eh bien, il y a de la respiration, il y a de l'aération. Trop souvent, les gens restent enfermés, si vous voulez, dans leur drame. Ils sont bloqués là-dedans. Alors, là, on parle d'une situation j'ai développé sur une situation de famille adoptée, mais ça serait exactement pareil dans les histoires de non-dits, de secrets de famille, de secrets de filiation, dont on sait, là encore, les ravages que ça peut faire en termes d'assises identitaires. Quand on apprend à l'adolescence que son père n'est pas son père, quand on apprend des trucs qui se sont passés, etc., et qui ont à voir, évidemment, avec ses origines. Alors tout ça, si vous voulez, c'est des choses qui vont produire de la vibration, mais il y en a encore d'autres. Il y a avoir une orientation sexuelle différente, le savoir, parce que généralement le sujet le sait, sauf que c'est pas facile, y compris à se l'avouer, quand on craint d'avoir une différence qui va choquer ou provoquer ou faire en sorte de se faire agresser par les autres. C'est toujours plus facile d'être semblable que différent. Et il y a un certain nombre de jeunes gens homosexuels, garçons comme filles, ou transgenres, qui souffrent énormément. Mais pas seulement de l'homophobie, comme on ne cesse de le dire. Bien sûr qu'il y a l'homophobie, mais il y a aussi les vibrations identitaires de se savoir différent, mais de ne pas pouvoir faire avec cette différence. Et ça, c'est des choses qu'il faut travailler aussi avec ces jeunes gens pour essayer de comprendre, au-delà des circonstances qu'ils évoquent, de harcèlement dont ils ont été victimes, est-ce qu'eux, ils arrivent à faire avec cette différence fondamentale? Tant qu'ils ne font pas avec cette différence, ils sont en souffrance. Et les taux de suicide ou de tentatives de suicide chez les jeunes homosexuels sont sans doute, comme vous le savez, très supérieurs à ceux de la population générale. Mais rappelez-vous, pas seulement pour cause d'homophobie. Et là, je vais terminer là-dessus. Et là, on enchaîne sur les circonstances déclenchantes. Alors, bien sûr que le harcèlement est aujourd'hui quelque chose de traumatique. Bien sûr que le fait d'être relayé sur les réseaux sociaux par les voies numériques augmente considérablement les effets délétères du harcèlement, qui est aujourd'hui un vrai sujet dans les écoles. Il y a des jeunes gens qui sont harcelés pour la couleur de leur peau, pour leur orientation sexuelle, pour des tas de choses. Et lorsqu'ils sont cernés, attaqués, victimes de tirs groupés de la part de pairs PIRS, ils peuvent en effet essayer de s'échapper par le suicide en laissant, encore une fois toujours derrière, si vous voulez, cette interpellation, cette mise en accusation que, quand même, que constitue le suicide dans les vestiaires de foot d'un petit jeune homme qui se faisait traiter d'homosexuel sur le terrain et qui était tout le temps attaqué. Il ne va pas se suicider n'importe où, il va laisser son cadavre en travers du chemin des autres joueurs, là où il se change, c'est-à-dire dans le vestiaire. Tout compte. Et je terminerai là-dessus, si vous voulez. Je le dis pour les plus jeunes, les élèves, ceux qui ne sont pas encore finis au niveau professionnel. Il faut vraiment vous rappeler que tout compte. Et donc, il ne faudra jamais raconter vite fait une histoire. Mathieu s'est suicidé dans son collège. Ah bon? Mais où ça? Le fait de pouvoir le dire, que c'est dans le vestiaire
du foot, où il était harcelé sur le terrain par ces cas, ça dit des choses. Et ça donne en tout cas un lien entre la vibration du sujet et l'endroit où il a effectué son geste. Et donc, à qui, d'une certaine façon, il l'a aussi adressé. Quand une personne, alors là, c'est pas un adolescent, mais une personne, un employé, va se précipiter depuis la fenêtre de son chef de bureau qui le harcèle, attendez, c'est quand même une signature, il lui met au pied de l'immeuble, comme ça, signé. Hein. Donc, conscient ou pas, en tout cas, il faut absolument avoir en tête que tout compte, et plus entre équipes, quand vous racontez une histoire, un cas, plus vous donnerez des détails sur la nature de ce qui s'est passé, les médicaments, etc. J'aurais eu une petite histoire à vous raconter, mais j'ai plus le temps, là. Bon, allez. Eh bien, une autre fois, ou tout à l'heure, ou je laisse la parole à Eric, parce que moi, après, il faut me museler. Merci de votre attention.